Ondes multiples présente On a tous une histoire. Je suis Cynthia et aujourd'hui, je remercie notre invité qui va nous raconter un petit morceau de lui. Je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Franck, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans, et on va parler un petit peu de l'hypersensibilité. Petite croix qui me caractérise depuis maintenant de nombreuses années, qui engendre évidemment du positif comme du négatif. Et en ce moment, c'est plutôt une grosse phase négative qui est entrée dans ma vie depuis officiellement un peu plus de 4 mois. Officieusement, je pense que je l'ai depuis de très nombreuses années, mais je me suis toujours voilé la face dessus. Évidemment, c'est quelque chose de base, de quelque chose de très positif, qui me permet de pouvoir saisir aussi un peu les sentiments des autres. Dans l'hypersensibilité, il y a beaucoup d'empathie. Et c'est un trait de personnalité qui me caractérise depuis très très longtemps. Maintenant, parce que je suis quelqu'un qui, de base, aime aider les autres. J'ai toujours été. Malheureusement, dans mon enfance, j'ai quelques souvenirs, mais pas de cette hypersensibilité. J'aurais pas de souvenirs marquants. Je sais que les gens ont cette facilité avec moi à se confier, comme s'ils se sentaient en sécurité, comme s'ils se sentaient bien. Donc du coup, j'ai aussi cette faculté à les écouter depuis maintenant très longtemps, et aussi à essayer de trouver, en tant que point de vue extérieur à leur histoire, et de par les expériences d'observation que j'ai pu avoir avec de nombreuses personnes, essayer de leur apporter des clés pour les aider à s'en sortir, quand je peux évidemment, parce que c'est pas tout le temps le cas. Et c'est quelque chose qui m'a animé pendant des années et des années. Malheureusement, à faire passer l'autre avant soi, il y a souvent des contreparties. La contrepartie, je la paye depuis maintenant un peu plus de 4 mois. Mais ça m'a ouvert une porte il y a maintenant 6 ans, si je dis pas de bêtises. C'est les portes du médico-social. Par le biais d'une amie de la famille, j'ai pu réaliser un stage dans un foyer accueil médicalisé. Et le premier jour, même si ça a été difficile de rencontrer des personnes atteintes de handicap mental lourd avec répercussions physiques, je savais que c'était un endroit où j'allais me sentir bien et où il fallait que je sois. Dès mon premier jour, dès ma première prise de poste, je savais que ça allait être ce métier qu'il fallait que je fasse. Alors en effet, en tant qu'éponge, c'est assez compliqué dans ce métier parce qu'il nous, en utilisant des termes un petit peu crus, ils nous bouffent énormément. Ils sont toujours, c'est mentalement très 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 épuisant. Mais c'est aussi une manière de réaliser qu'en fait nos petits problèmes sont pas grand chose, même s'ils sont importants, car chaque problème doit être traité, évidemment, mais on apprend aussi à relativiser sur certaines choses. Et depuis 6 ans maintenant, j'ai réussi à me former en tant qu'accompagnant éducatif social, et je travaille maintenant dans un foyer dans l'Ain. Et c'est un travail qui m'apporte énormément, parce que mon hypersensibilité, je peux la mettre au profit de personnes qui en ont vraiment besoin dans leur quotidien. Donc à leur apporter de l'aide, à leur apporter des moyens de simplement essayer de mieux vivre leur vie, même si pour certains ils le vivent très bien, mais il faut arriver à les canaliser, à les recentrer. Mais c'est une part de moi, c'est une part qui fait ce que je suis. Et si je peux apporter ça à des personnes qui sont vraiment dans le besoin, tant qu'à faire, autant le faire. Après, je le ferai pas bénévolement. On va pas se mentir, c'est un métier qui est quand même très compliqué, qui est quand même très lourd, donc je ne le ferai pas bénévolement. Mais en fait, j'ai cette phrase qui reste dans ma tête depuis que je l'ai entendue. C'était dans les Sons of Anarchy. Cette série m'a beaucoup marqué, ne serait-ce que par cette phrase d'un prêtre qui disait: aider les autres permet de maintenir la haine de soi à un niveau acceptable. Sachant que je me suis jamais réellement aimé par nombreux facteurs, que ce soit sentimentaux et l'image que j'ai de moi par rapport à ceux que je côtoie. Et cette phrase, c'est un peu mon mantra pour mon travail.
pour aussi un peu la vie de tous les jours, mais plus dans mon travail. Et du coup, je sais que malgré toutes les difficultés que je peux engendrer, que je peux accumuler dans ce travail, je sais que j'en ai besoin. À l'heure actuelle, je me vois pas faire autre chose. Quelque chose dans les arts, etc. Ok, pas de souci. Mais je le vois plus comme une passion, comme quelque chose qui va me permettre de sortir de ma torpeur, que ce soit dû au travail, que ce soit dû à ma vie personnelle. Je veux pas faire de l'art un travail, mais plutôt quelque chose qui va m'aider à me sortir de mes failles dues à cette hypersensibilité, dues à mon hyper-émotivité et à cette empathie que je tiens de ma mère aussi. Et du coup, voilà, ne serait-ce que par le travail et par l'art, bah, cette hyper-émotivité peut être un poids, peut être une croix, mais peut être aussi une source intarissable de... C'est vraiment une source d'inspiration. Beaucoup de personnes diront qu'ils écrivent ou qu'ils composent, qu'ils peignent mieux quand ils sont mal, et je comprends pourquoi. Même si le bien-être et le bonheur est une chose qui sont formidables, qui sont puissantes, j'ai vraiment l'impression que ces sentiments négatifs apportent quelque chose de plus intéressant, de plus façonnable. Et, euh, et ne serait-ce que parce que j'écris, parce que je suis quelqu'un qui écrit énormément au niveau de l'horreur, au niveau des sujets sombres, j'ai jamais écrit, ou ça m'est arrivé que quelques fois d'écrire que quand je suis dans des phases positives. Il y a eu quelques petites lettres que j'ai écrites qui sont des lettres d'amour. Alors que je n'étais pas forcément amoureux ou autre, mais j'ai eu ces inspirations sur l'instant, des bouts de phrases, des bouts de mots qui se sont assemblés. Et il y a eu trois ou quatre à tout casser, lettres d'amour que j'ai écrites quand j'étais bien, qui n'étaient destinées à personne. Mais c'est vrai que c'est pas les phases où je suis le plus proactif, clairement. Depuis que j'ai écrit cette lettre, la dernière que j'ai écrite, il y a maintenant 2 semaines, que j'ai posté sur mon réseau social, sur Facebook, j'ai envie que les choses changent. Parce que depuis 4 mois, je suis rentré dans une phase, un peu plus de 4 mois. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase beaucoup trop plein. Et je suis rentré dans une phase d'angoisse dépressive. Alors c'est pas la dépression comme on peut l'imaginer, enfermé H24 chez soi, dans le noir, à n'avoir plus envie de rien. J'ai eu des phases comme ça, où je passais ma journée dans mon lit, dans le noir, et écouter soit de la musique ou à regarder une série sans vouloir manger, sans vouloir me lever, juste prendre mon médicament et rester sans parler à personne. Mais il y a aussi des phases où j'ai envie de sortir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir l'extérieur, de voir du monde, malgré un poids énorme sur mon cœur. J'ai l'impression d'avoir un étau qui le serre, des fois j'ai l'impression d'avoir des dagues qui se plantent, d'avoir envie de fracasser mes poings contre mes murs pour ne serait-ce que comme si je me punissais de pas avoir vu les signes avant-coureurs malgré des discussions avec des amis qui m'ont dit Franck tu vas pas bien, à leur répondre si ça va, je vais m'en remettre, ça va aller. De pas avoir vu ces signes, de pas avoir vu les alarmes petit à petit qui s'allumaient. Mais depuis 2 semaines, j'essaye d'aller mieux. C'est difficile, je sais que pour l'instant c'est assez fragile. Mais j'ai un petit peu moins d'angoisse, je suis en train de voir une psy, on va essayer des choses. J'ai revu pas mal d'amis. Je vais bouger sur Nantes, je vais bouger sur Châteauroux pour voir d'autres gens, pour sortir un petit peu. Et même si je sais que c'est difficile parce que c'est des moments où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'interactions, et qu'en ce moment c'est assez compliqué pour moi à gérer, je sais aussi que j'ai besoin de ces moments pour un peu pour oublier tout ce qui ne va pas, essayer de me focaliser sur l'instant. Et donc petit à petit, je pense que c'est un travail qui j'espère va payer. Je sais que ça va être difficile parce que ça fait 30 ans que je suis, enfin 30 ans, peut-être un peu moins du coup, mais où je suis dans un espèce de cercle pas du tout bénéfique pour moi. Plusieurs personnes me l'ont fait remarquer depuis quelques temps maintenant.
Et même si ces mots sont durs à entendre, je sais que c'est une réalité qu'il faut que j'accepte. Parce que c'est ma réalité, et même si je me suis longtemps voilé la face dessus, bah en fait, non, c'est ça. Que ma plus grande relation toxique à l'heure actuelle, c'est moi-même. Enfin, mon moi intérieur. Ma psy d'ailleurs m'a demandé de lui donner un petit nom, je l'ai appelé Freddy en hommage à Freddy Krueger. Mais donc Freddy Krueger qui est un très gentil monsieur au visage brûlé et aux mains griffues qui s'attaque dans les rêves des adolescents. Très grande mythologie de film d'horreur. Et en y repensant après coup, je l'aurais mixé avec un autre d'une saga plus récente, la saga des Sceaux, donc John Kramer, qui est le personnage qui va repérer dans la vie de quelqu'un. Le personnage a une histoire de merde depuis le début, mais il va repérer pourquoi une personne ne va pas bien alors qu'elle a tout, et il va le confronter à un piège pour essayer que la personne arrive à s'en sortir vivant et qu'il puisse remettre justement en ordre les choses dans sa vie. Et j'ai l'impression que ouais, mon petit moi à l'intérieur, c'est un mélange des deux, quelqu'un qui m'attaque dans mes cauchemars et qui m'attaque aussi quand je suis réveillé. Moi, je suis adepte de cet humour depuis des années. J'ai un humour très corrosif. J'ai rien contre mes cibles. Je les utilise parce que voilà, moi je trouve ça drôle et que moi ça me fait rire. Mon humoriste préféré étant Jérémy Ferrari, qui est très porté sur l'humour très noir, mais qui raconte énormément de choses, qui raconte une vérité, qui tourne par le biais de l'humour, mais qui dénonce beaucoup de choses. Mais oui, voilà, donc mon petit démon qui m'attaque un peu tout le temps en ce moment. Mais voilà, il faut pas que je le détruise celui-là parce que j'en ai besoin. Et comme dirait Hozier, un artiste qui a écrit une chanson qui s'appelle Arsonist Lullaby, donc la comptine du pyromane. Il dit à un moment que il faut arriver à dresser ses démons et à les tenir en laisse. Les démons feront toujours partie de nous. Nos failles, nos démons, nos cauchemars font toujours partie de nous. Pourquoi ne pas s'en servir? Pourquoi ne pas les utiliser pour nos propres desseins au final, au lieu de se laisser simplement guider et malmener par eux? Ils sont là, ils sont avec nous, ils sont une partie de nous, comme le yin et le yang. On n'a pas besoin de deux personnes pour un yin et un yang. On a tous cette personnalité de lumière avec des ombres, mais on a tous aussi cette part d'ombre avec la lumière à l'intérieur. Et je pense que si on ne s'entend pas avec nos démons, eh ben on peut tomber justement dans des phases dépressives, des phases d'angoisse qui nous seront néfastes. Je pars du principe que de toute façon, dans la vie de tous les jours, on a un filtre, on a un masque qu'on pose. Nos démons intérieurs sont notre vrai nous, sont notre part brute. Avant de devenir un diamant, c'est juste un caillou brillant avec une forme quelconque. Au départ, c'est juste un morceau de carbone, du charbon qui a subi la pression, une pression énorme et qui s'est transformé ensuite en diamant, et ensuite qu'on va travailler, qu'on va façonner pour en faire une pierre, bon, qui va se vendre très cher, mais au final, je pense que nos démons, nos failles, c'est un peu le bloc de charbon qu'il faut arriver à façonner pour que notre personnalité masquée, celle qu'on utilise tous les jours, puisse en ressortir beaucoup plus brillante, beaucoup plus forte. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, même si c'est très compliqué, que ça va me prendre sûrement des années. Je sais que c'est un travail que je suis en train d'entreprendre. C'est compliqué, parce qu'on a toujours nos vieilles habitudes qui reviennent. Mais il faut le faire. Seul, c'est compliqué. Même si nos amis et nos proches sont là, je pense que ce n'est pas les meilleures personnes pour nous aider. Ils peuvent nous accompagner, mais des fois, l'aide d'un professionnel qui a des compétences que nous n'avons pas, que nos amis n'ont pas, est nécessaire pour justement comprendre ses failles, comprendre ses démons. Et il n'y a pas d'affect aussi.
ce sont des personnes neutres. Et du coup, certaines choses qui vont nous dire vont faire mal. Parce que nos amis n'oseront pas le dire. Certains le feront. Et c'est peut-être plus cela qu'il faudra écouter, au fond. Même si c'est toujours agréable de se dire ça va aller, de se faire entendre dire ça va aller, on est là pour toi, n'hésite pas à appeler. Et qu'en face, quelqu'un te dit mais mon grand, ça fait 5-6 ans que je te connais. Je t'ai toujours vu mal. T'as un univers, tu vis dans un univers qui est très sombre de par ta musique, de par tes films, de par tes lectures, etc. Est-ce que tout ça, ça a pas joué justement là-dessus? Est-ce que justement, il faut pas que tu changes des choses dans ta vie? Alors, certes, ma personnalité, c'est ça. Je ne le changerai pas. Mais, au lieu de voir tout en sombre, tout en noir, essayer de rajouter autre chose, même si c'est compliqué. Un peu de couleur, un peu de lumière. Peu importe sous quelle forme. Un peu de lumière dans les ténèbres a jamais fait de mal. Que ce soit par la présence de certaines personnes. J'ai rencontré il y a quelques mois, enfin même 1 an et demi, sans compter mes vieux amis qui sont toujours présents, quoi qu'il arrive. Des potes que je connais depuis des fois 10 ans, etc. qui sont toujours présents. Mais il y a 1 an et demi, je suis tombé sur une communauté, ne pas confondre avec une communauté soit sous acte religieux, sectaire, etc. Une communauté de rôlistes, donc de personnes qui font du jeu de rôle. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires, plus récemment encore, des personnes qui ont des vécus très compliqués, qui sont tous assez brisés socialement, des personnes qui ont été en burn-out, des personnes qui ont des anxiétés sociales très prononcées, des personnes qui n'ont pas ce genre de problème, qui justement sont là et qui sont porteurs de positif. Et en fait, on s'entraide assez régulièrement. Il y a aussi du négatif qui en sort. J'ai dû mettre des distances avec certaines personnes parce que voilà, mon hypersensibilité a fait que je me suis attaché très vite à certaines personnes et du coup quand les sentiments ne sont pas réciproques, c'est difficile de faire avec. Donc il faut aussi savoir prendre du recul et accepter les choses. C'est compliqué, c'est difficile, mais il faut le faire. Maintenant, ça va un peu mieux. Je dis bien un peu, parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses qui me font mal. Mais je sais que je suis en bonne voie pour m'en sortir. Je suis en bonne phase pour essayer d'aller mieux. Je sais pas combien de temps ça prendra, parce que cette part d'hypersensibilité, d'hyperémotivité, je suis quelqu'un d'hyper stressé aussi, je pense que tout est en lien de toute façon, fait partie de moi. Ça peut être aussi en lien avec l'image que je renvoie. Je sais plus avec qui j'en parlais, si c'était avec ma psy ou si c'était avec des amis. Le fait de me voir aussi négativement aussi peut faire que je m'attache très vite à des personnes qui sont brisées. J'en discutais justement avec une amie il y a pas si longtemps qui parlait du syndrome du sauveur. Comme si c'est des personnes que j'ai aussi essayé un petit peu d'aider, mais pareil en me délaissant évidemment, comme d'habitude. Mais aussi c'est des personnes très intéressantes parce que justement ces failles, ces brisures font passer plus de lumière. C'est des personnes qui sont un peu folles, avec qui on partage beaucoup de points communs au final. Et du coup je trouve que c'est plus facile de s'entendre avec ces personnes que des personnes qui n'ont pas la connaissance et la compréhension de ce par quoi on est passé. Il y a aussi dans ma vie, il y a des personnes qui ont pas forcément vécu de grosses dépressions, qui ont pas vécu de mauvaises choses, et c'est des personnes avec qui je m'entends très bien aussi. Mon entourage, j'ai vraiment fait de nombreux, tout type de personnes. Une personne qui arrive à nous comprendre sans qu'on ait vraiment besoin de parler, ça enlève des poids. Ça veut dire que si la personne en face comprend pas et que on lui balance tout morceau par morceau et qu'au bout d'un moment c'est trop lourd pour elle, on a l'impression de s'être ouvert, d'avoir fait un effort surhumain pour rien. Moi après, malheureusement je me livre de moins en moins depuis des années. Ça m'est arrivé une fois il y a pas si longtemps que ça. En effet, ça a été fait pour rien, donc je me dis encore une fois pourquoi. Il s'est rien passé derrière, la personne m'a pris pour un con pendant pas mal de temps.
malgré le fait que je me sois livré comme rarement j'ai pu me livrer. Donc je me dis, bah, ouais, encore une fois un effort fait avec une personne avec qui je croyais qu'il allait pouvoir se passer quelque chose, mais au final non. Et ça a mis du temps j'ai mis du temps à m'en remettre, j'ai mis du temps à... Cette personne, je ne la vois plus. Je l'ai coupé les ponts avec elle. C'est une personne qui n'est pas du tout intéressante, au final. Donc tant qu'à faire, autant ne plus la voir dans mes liens. Je crée assez facilement de l'amitié. Par contre, vu mon attachement rapide avec les personnes, c'est ce qui me pose beaucoup de problèmes sentimentalement en fait, en règle générale. Et en amitié, ça me dérange pas. Je veux dire, voilà, de rencontrer des personnes, discuter de tout et de rien avec eux, m'investir vraiment, c'est pas un problème en soi. À partir du moment où je sais que voilà la personne en face, c'est pas forcément un mur et il y a une écoute et qu'il y a une espèce de renvoi aussi, par le biais de discussion, par le biais de que la personne se dévoile aussi un petit peu plus. Et du coup, c'est ce qui a permis, il y a un peu moins d'un an, quand je suis rentré justement dans cette communauté, au bout de quelques mois, de créer un événement où on s'est retrouvé on s'est retrouvé 19 dans un champ, à faire du jeu de rôle, des personnes qui ne s'étaient pour la plupart jamais rencontrées en vrai. On se parlait depuis 2-3 mois sur le Discord. Et je sais pas, j'ai eu cette idée et ça s'est super bien passé. On a recommencé encore cet hiver. On recommence là dans 2 semaines. C'est quelque chose voilà qui est assez régulier, qu'on fait parce que ça nous fait du bien. Et du coup non, ce genre d'investissement là, ça me dérange pas. Je sais que je serais prêt à tout, entre guillemets évidemment, en amour pour une personne. Parce que je m'attache très vite, parce que sûrement trop vite d'ailleurs. Et il y a des choses, voilà, je ne sacrifierai pas. Mes moments personnels, mes amis, mes passions. Jamais de ma vie, je ne sacrifierai ça pour une personne. Jamais. Je peux faire que des petites concessions, il n'y a pas de souci. Mais jamais je ferai ce genre de sacrifice. J'essaye petit à petit de justement me détacher un peu de tout ça. Ce côté un petit peu abandonnique que je dois avoir quelque part. Pour je ne sais quelle raison. Sûrement les rejets sentimentaux en règle générale qui m'ont posé ça. En tout cas, c'est ce que je pense. Rejeter, pas en amitié, mais souvent les noms, je préfère te voir comme ami, etc. En fait, je pense que j'ai très mal pris le fait que certaines personnes ne me voient pas plus qu'un ami, alors que des fois c'est soit trop tard, des fois c'est soit trop tôt aussi. En fait, mon problème c'est que je suis un immense paradoxe. J'ai pas d'équilibre. Je suis beaucoup dans les extrêmes. Mes deux éléments principaux, c'est l'eau et le feu. On va pas se mentir. Je suis quelqu'un de très fleur bleue, mais je suis aussi quelqu'un de très trash, très brut, ne serait-ce que par la musique que j'écoute, les films que je regarde, etc. Je suis quelqu'un qui bosse énormément dans l'urgence. Tout au dernier moment, c'est là où je sais où que ça travaille le mieux, mais je suis quelqu'un aussi qui peut être très très flemmard. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que je suis très paradoxal, enfin je suis très sur les extrêmes, je suis très sur les limites et je pense que le manque d'équilibre fait que il y a beaucoup de choses dans ma vie qui iraient, je pense, beaucoup mieux. Mais ça a toujours fonctionné comme ça et j'ai du mal à changer ça aussi. Les relations que j'ai eues depuis, ça va faire quoi, 4 ans du coup. Il y a eu que la première personne avec qui j'ai été. Alors pareil, c'était de l'amitié améliorée, de l'amitié avec bénéfice. C'était pas des relations de couple. Ouais, bon, on était potes, on n'était pas en couple, on se prenait pas la tête, mais on couchait ensemble. Ouais, mais alors, pas dans le sens plan cul traditionnel où l'autre limite ne compte que les moments où on compte que les moments où on s'envoie en l'air. C'est plus, on est potes, on se passe des petits moments, on va au ciné, on va voir, on va bouffer ensemble, etc. Mais on couche ensemble, mais il n'y a pas la prise de tête enfin la prise de tête entre guillemets de la relation de couple. On n'est pas, chacun fait vraiment ce qu'il veut de son côté. Si on rencontrait d'autres personnes, on rencontrait d'autres personnes. Il n'y avait pas d'exclusivité à l'autre.
Mais voilà, on était quand même potes, on se voyait de temps en temps, il pouvait ne rien se passer, et comme des moments où voilà, je passais 2 jours chez la personne, et voilà, comme ouais, voilà, une amitié avec des bénéfices à côté, quoi. Ou un couple libre. Mais pour elle, on n'était pas en couple, et pour moi non plus. C'était des choses qui étaient fixées dès le début, en fait. Bon, après, elle a dû partir pour le taf à Chypre pendant plusieurs mois. Puis on s'est pas retrouvé par la suite. On a quand même gardé le lien d'amitié, on parle encore de temps en temps ensemble. Ce qui me va aussi très bien, parce que c'est une personne qui est très intéressante et avec qui je m'entends bien, donc ça va. Après, voilà, les autres. J'ai eu d'autres relations où j'ai été l'amant d'une personne, d'autres personnes que j'ai pas eu de nouvelles après, qui m'ont plus redonné de nouvelles, ce genre de conneries. Et puis bon, voilà. Non, là, c'est tranquille, c'est le calme en ce moment. Tant mieux d'ailleurs. J'essaye de me focaliser sur autre chose. L'écriture. Ouais, bah, en soi, c'est sur moi parce que j'ai besoin d'écrire. C'est un exutoire pour moi. J'ai mon bouquin en préparation, des scénarios de jeux de rôle. J'ai besoin de ça pour sortir un peu tout ce que j'ai dans la tête, pour vider. Je bouge beaucoup parce que j'en ai besoin. J'essaye de penser un peu à la suite des événements, de la fin d'année, début 2021 aussi. Mon départ de la région. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en route, à voir comment ça va se passer par la suite. Je pars parce que j'ai l'impression ici d'avoir fait pratiquement tout ce que j'avais à faire. D'avoir une espèce de routine de tourner en rond. Et j'ai envie, j'en peux plus et je me dis que je sais que c'est pas une fuite de mes démons, parce que je sais que je les aurai toujours avec moi, mes problèmes seront toujours avec moi. Mais j'ai envie de repartir à zéro d'un point de vue géographique, de rencontrer de nouvelles personnes, de, de me redonner des challenges, à retrouver un nouveau travail, repartir un petit peu de zéro là-dessus, devoir me refaire des contacts, me refaire un réseau, euh, de redécouvrir complètement un nouveau coin, en étant fixe sur une zone et essayer de découvrir cette zone, voir ce qu'il y a à faire, voir ce qu'il y a à comprendre, voir ce qu'il y a à apprendre. Et je pense que ça me ferait le plus grand des biens. C'est une destination qui m'a toujours un peu appelé. Parce que quitte à troquer mes montagnes, autant les troquer pour une des autres choses que j'aime énormément, qui est l'océan. J'ai des amis sur Nantes, donc je ne pars pas dans une zone où vraiment je suis tout seul. Je sais que j'ai 3 amis sur Nantes, des amis rôlistes que j'ai rencontrés dans cette communauté. Donc j'ai quand même un petit point d'accroche. Et voilà, je vais m'en servir pour justement essayer de découvrir un peu plus ça. Mais voilà, je serai quand même loin de ma famille, loin de mes amis d'enfance et mes amis récents. Je serai loin de mes racines, mais je pense que j'en ai besoin aussi pour sortir de ce cocon que je connais depuis 30 ans, sortir de cette zone de confort que je suis depuis 30 ans. Un renouveau. Sortir du cocon. La chenille a mis 30 ans à se mettre dans son cocon et c'est de devenir un papillon assez viable et pas juste un papillon de nuit qui va y passer au bout d'une nuit. Ce serait chiant. Donc juste à voir comment ça va se passer avec mon taf. Il y en a quand même du risque parce que c'est un changement qui est assez lourd, mais je sais que j'ai toujours la maison de mon père ici, donc s'il faut rentrer, ouais, ce sera des moments difficiles, parce qu'il faudra tout recommencer. Enfin, d'un point de vue du travail, il faudra tout recommencer, mais ça se fera. C'est un joli petit couple, hein, dépression, hypersensibilité, on va pas se mentir. Hein, l'un et l'autre sont assez sympas, hein, parce que me déclencher des crises de paranoïa assez régulières, hein, on va pas se mentir, à enfoncer le clou un peu plus. Là où j'ai eu la chance, c'est que je ne suis pas tombé en vraie dépression. Je suis pas tombé, enfin, dans les grandes lignes de la dépression, comme on peut l'entendre, dans les clichés de la dépression. J'ai eu un sursaut une étincelle à un moment qui m'a dit, ça va pas bien, va te mettre en arrêt. T'as besoin de prendre du temps pour toi là. Que cet instinct de survie était présent. Parce que s'il n'avait pas été là, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Mais oui, ouais, l'hypersensibilité et les crises d'angoisse, généralement. Entre le fait d'être envieux, jaloux de certaines personnes, de par leurs relations qu'ils peuvent avoir,
des personnes avec qui je me sentais très bien, avec qui j'avais développé des forts sentiments, mais qui sont pas avérés comme je l'entendrais, et du coup avoir pareil cette paranoïa envers eux, etc. D'avoir cette impression d'avoir été abandonné aussi, fait qu'il y a eu des phases très 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 difficiles. Le traitement aide, c'est clair, on va pas se mentir, mais il fait pas tout. Et clairement, il y a eu des phases, comme je l'expliquais, où j'étais en discussion avec un ami jusqu'à 7-8 heures du matin parce que je n'allais pas bien. J'avais envie de frapper mes murs. En plus, c'est du crépi, donc je savais que ça allait faire mal. J'avais envie de me punir, vraiment. Mais il me disait, reste actif, fais quelque chose. Je dis, ok, je vais faire un peu de ménage, je vais aller faire de la vaisselle, je vais me dépenser, je faisais de la vaisselle, je faisais ci, je faisais ça. Et je me suis fatigué et je me suis couché. Comme je disais, j'ai cette culpabilité de pas avoir vu et de pas m'être entendu sur les signes précurseurs de mon état. On m'a souvent répété, mais c'est pas grave de pas les avoir vus parce que maintenant tu sais. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que si j'avais été moins stupide envers moi-même, d'avoir été plus ouvert avec moi-même, j'aurais pu éviter ça. Mais j'ai toujours cette culpabilité. J'ai encore du mal à m'en défaire. Tant que j'aurais pas pris du recul vraiment sur la situation, j'aurais pu justement essayer de prendre plus de temps pour moi, essayer d'en discuter avec d'autres personnes. Je me serais peut-être mis en arrêt aussi, plus tôt. Après j'aurais toujours, je pense, ce petit 0,5% là-dedans qui va me dire t'aurais pu le faire plus tôt. Si j'ai quelques projets que j'aimerais mener à terme quand même, dont un rapidement, sortir mon bouquin quand même. Fait un moment que ça traîne ça. On va se le sortir ce bouquin, il va faire mal. C'est un peu difficile en ce moment, mais là j'ai fait lire certaines choses à des personnes qui étaient là présentes ce week-end, on était 7 ce week-end, où j'ai pu masteriser un scénario très violent, et j'ai pu voir directement ce que c'est un scénario que j'ai fait jouer que une seule fois en vrai, je l'ai souvent fait jouer en dématérialisé sur Discord. Et d'avoir les réactions directes des joueurs fait comprendre que il y a un petit skill, un petit niveau en tant que maître du jeu. Parce qu'ils en ont bien chié. Et justement le bouquin se sort de c'est ce scénario avec un peu plus de clés pour que les gens le comprennent. Ouais, il faut qu'il sorte celui-là. Il faut qu'il sorte. Et les personnes qui ont pu lire quelques bribes de ce que j'ai écrit ont été plutôt surpris de la qualité d'écriture et du coup ça réconforte toujours. Donc il faut que ça sorte, il faut que ça écrit, il faut que je le sorte. J'ai très peu de secrets pour les gens. Je suis quelqu'un qui suit un livre ouvert, avec qui ça ne dérange pas. Je sais que je m'en mordrai les doigts un jour, sauf si de par ma personnalité j'attire que des personnes bienveillantes autour de moi. Mais je suis quelqu'un qui me livre très facilement, qui n'ait pas peur de dire les choses qui ont façonné ma vie. Parce que je ne vois pas pourquoi je m'en cacherais. Parce que c'est moi en fait, tout simplement. Je suis un rôliste qui aime torturer ses joueurs. Ça, c'est un kiff. Je pense parce qu'il est interdit dans la vie de torturer des gens. Autant le faire au travers des jeux. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, passionné de métal depuis 10-15 ans maintenant peut-être, chanteur, hurleur. Non, et pas que, en voix claire aussi. C'est grâce à Huggins d'ailleurs que je le fais. Je l'ai très très peu fait avant. Donc du coup c'est vrai que c'est très positif, moi j'adore. Ah moi j'aime beaucoup. Et sinon que dire d'autre de plus Ouais, quelqu'un qui suis très généreux et très à l'écoute des autres. Les gens peuvent, pour la plupart, sont au courant. J'allais sortir une... Mais ouais, qui sont au courant que je suis une oreille attentive. Les gens peuvent discuter, peuvent me parler, je serai... En tout cas, quand je suis disponible, qui suis présent pour les gens. Et j'en ai fait mon métier, tout simplement. Maintenant, chanteur, geek, métalleux, cracheur de feu, brasseur de bière, être humain, très sombre par moments,
très joyeux dans d'autres, qui aime beaucoup de phases de la vie, l'alcool, la bouffe, qui a une certaine tendance à l'autodestruction, mais par protection. Je fume depuis des années, j'ai tendance à aller piquer des tafs à gauche à droite. Depuis le confinement et depuis un peu ma dépression et mes angoisses, je me suis acheté mes 2 premiers paquets de clopes. Comme certains s'entaillent, d'autres se font du mal autrement. Moi je pense que c'est mon moyen aussi de me faire du mal. Mais je peux passer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois sans fumer, sans avoir de problème d'addiction. Je pense que j'ai une insensibilité aux addictions, ce qui m'arrange grandement. Même si y a certains points qui en ce moment me manquent, hein, pas se mentir, le sexe. Mais c'est même pas l'acte en lui-même qui me manque, c'est ce qu'il y a autour. Le côté à être avec une personne, s'embrasser, se découvrir, physiquement, mentalement. C'est quelque chose qui me manque, c'est un manque en ce moment. Mais je sais pas si c'est une addiction vu que j'ai rarement connu ça au final. C'est plus, j'ai découvert un nouveau jouet, vas-y, là je l'ai pas mon jouet sous la main, je veux regoûter ça parce que c'est un putain de plaisir. Je pense que si j'avais un penchant addictif, là, à l'heure actuelle, je pense que je serais pas dans un bon état. C'est soit il y a une corde pas loin et je suis obligé de passer par là, soit je m'auto-détruis à une vitesse grand V, quoi. Si j'étais addictif en plus de tous mes autres penchants, ça aurait pas été possible. Au niveau de ton hypersensibilité. Bah, je suis quelqu'un de très tactile. Alors j'ai pas un écran sur moi, hein, on va pas se mentir. Fallait que je la fasse. Mais je suis je suis quelqu'un qui adore le contact, qui peut faire des câlins tout le temps, etc. Après, je suis pas sûr que mon hypersensibilité ait un affect physique sur moi. J'ai pas cette impression. Un des rares... alors, hypersensibilité ou hyper stress, enfin, je suis quelqu'un de très nerveux de toute façon. Alors, s'il y a un lien, parce que j'ai 2 anecdotes très très drôles à ce niveau-là. Alors, peut-être une troisième, mais je suis pas sûr que ce soit en lien avec l'hypersensibilité. Je pense que c'est mon corps qui a décompensé un état de fatigue assez violent. Mais les 2 anecdotes que j'ai, ça a été justement avec des filles. Où la première, j'étais en séjour adapté, donc c'est daté 2014, l'été 2014. Et avec une des animatrices, on s'est très vite rapproché. Et les premières fois la première fois où on s'est embrassé, mon corps s'est mis à trembler intégralement. Mais genre, intégralement. Je me suis un peu demandé ce qui se passait quand même. Et oui, c'est quelque chose que je ne contrôlais pas. Et du coup, on est descendu, on a marché, on s'est posé, discuté, ça se calme assez vite après. Et pareil, la deuxième fois, c'était en 2016, en décembre 2016, avec vraiment la première personne avec qui s'est passé des choses. On était dans mon lit, on s'embrassait, et pareil, mon corps tremblait. C'est pas agréable. Enfin, moi, je trouve pas ça non plus ultra agréable. Parce que c'est quelque chose que je suis un peu un maniaque du contrôle. Et c'est quelque chose sur lequel je n'ai aucun contrôle. J'arrivais pas à me calmer. Et la personne était super bienveillante avec moi. Pour lequel les 2 personnes ont été très très bienveillantes avec moi. Donc c'est beaucoup plus rassurant. Mais bon, après, pour un maniaque qui aime le contrôle, je suis quand même sauté d'un pont de 103 mètres. C'est une petite sensation très agréable, hein, du corps qui dit en train de te dire mais t'es con, tu vas mourir. Les quelques premières secondes où t'as l'impression de te suicider, c'est sympa comme... J'ai un peu remercié ma sœur d'ailleurs pour ça, hein, parce que elle savait pas quoi m'offrir à un Noël. Je lui ai fait, bon écoute, si tu trouves un truc un peu extrême, genre saut en parachute ou saut en machin, prends. Ça me titillait depuis un moment. M'a fait, parachute compliqué parce qu'il y a une limite de poids. Mais par contre, je l'ai trouvé un truc là, pas très loin de Grenoble. C'est Vertige Sensation qui fait ça. Mais ouais, un petit saut de 103 mètres pour calmer, ça fait du bien, hein. Tu remets pendant 2-3 secondes, même pas, je saurais même pas dire. La sensation que ton corps, tu viens de sauter d'un pont. T'as pas la sensation d'avoir le fil qui te retient. Et le cerveau qui dit Franck, t'es en train de te suicider, mon grand. Tu vas mourir. Tu fais dans ta tête, tu fais oui, je vais mourir. Et là, l'élastique se tend.
Et là tu fais ok, je vais pas mourir. Et tu rebondis, tu hurles, tu te vides de tout. Parce que t'as la montée d'adrénaline mais t'as la redescente après. Et elle fait très mal, surtout que je n'avais pas mangé, par peur de vomir. J'avais très peu bu. Et derrière, il y a une espèce de marche d'approche pour remonter, donc de 100 mètres, hein, et bien pentue. Et le fait d'avoir eu à ce moment-là la redescente d'adrénaline qui m'a démonté, et ben plus de jambes, plus de bras, plus de force du tout. Et du coup mes potes ont dû aller chercher un truc à manger et à boire, parce qu'il y a un petit comptoir en haut, pour que je puisse finir cette marche, tout simplement. Parce que j'étais vide, complet. Je me rappelle, quand j'ai masterisé là il y a quelques jours, j'avais très peu mangé, on était un peu fatigué. J'ai masterisé ma partie. Quand on a coupé, on a discuté un peu, je me suis mis sur le canapé, j'étais vidé, complètement. Bah ça fait du bien aussi parce que j'ai genre, donc il y a une espèce de saturation et un vide qui se pose. Et il y a encore une fois, il n'y a pas d'équilibre. C'est un trop plein et un vide. Il n'y a pas de milieu. Au fond, je sais pas. Je sais que j'aurais besoin d'un équilibre. Mais au fond, j'ai besoin de ces extrêmes. Parce que c'est juste comme ça que j'ai fait, après depuis des années et des années. Mais ça fait partie de moi, cet extrême. Et j'ai besoin de ça. De cette hyper-violence cinématographique qui me permet de retirer peut-être la violence aussi que j'ai contre moi-même. De sentir cette violence musicale qui, ouais, c'est lourd, c'est puissant, c'est... Et selon les périodes, c'est très drôle, j'en discutais il y a longtemps avec un pote qui est très très fan de black metal. Mais vraiment, ouais, vraiment très très fan. Et qui me disait, selon les saisons de l'année, ses goûts musicaux changeaient. Et généralement, arrivé en hiver, c'est tout ce qui va être black, ultra froid, un peu dépressif, etc. Et j'ai un petit peu ce côté aussi... en été, vu que c'est un petit peu le côté festif, etc., je vais me mettre à écouter du hardcore, à écouter des trucs beaucoup plus dansants, entre guillemets. Et, mais, bah là, le tatouage, ça faisait un petit moment. Ouais, mais ça libère de l'endorphine, et puis je suis avec une superbe tatoueuse, une personne que j'adore vraiment, qui s'appelle Emily, qui tatoue chez Squamatra Tattoo à Rumi. Et c'est une excellente amie à moi depuis des années. C'est une chanteuse de métal, chanteuse scrimeuse. Elle ne chante pas en voix claire. Et on a souvent des discussions pendant des heures. On se boit notre petit thé, on se mange notre petit croissant et on discute pendant qu'elle me tatoue. Et ça fait tellement du bien. Et ouais, non, et puis après, ouais, la marche, en ce moment, je redécouvre, vraiment, ça me fait du bien physiquement. Après, derrière, je me fais une petite session abdos, pompe, gainage pour me terminer. Parce que j'ai besoin aussi de me fatiguer, parce que j'ai un rythme de merde, je me couche c'est 5-6 heures du matin, je me lève c'est 14-15 heures, parce que j'aime pas le matin, j'ai jamais aimé le matin, puis moi je vis la nuit, j'ai plein de potes qui vivent, qui restent jusque tard, donc ouais, je veux rester avec eux, mais ouais, ça me fait du bien, puis il faut que je reprenne un rythme normal, enfin normal. Si normal que ça puisse l'être avec moi, mais il va falloir retourner au boulot un jour. Et l'élever à 6h30, ils font mal ceux-là. De toute façon, l'hypersensibilité, elle est là. Elle est acquise. Elle est dans nos têtes. Elle fait partie de nous. J'en ai besoin, moi. Donc, il faut s'en servir. C'est une croix à porter parce que ça fait mal. Parce que c'est difficile à gérer. Mais il faut s'en servir. Moi-même, j'ai pas encore tous les codes. Clairement. Mais il faut s'en servir comme une force et pas voir ça comme une faille. Et de toute façon, tu es hypersensible. Pourquoi le nier? Pourquoi le cacher? Tu es hypersensible. Tu es empathique. Utilise-le. Avec bienveillance. Toujours. Mais utilise-le. Et quand je parle de bienveillance, c'est envers soi-même aussi. Même si c'est difficile, hein, parce que tout ce qui est malveillant, tout ce qui est l'autoflagellation, etc., c'est quelque chose de très facile d'accès.
c'est quelque chose sur laquelle on met la main facilement. Parce que c'est la chose la plus simple. Ah bah ouais, je vais me faire mal parce que si, parce que là. Ah bah ouais, c'est qu'une blague au final. Non. Non, non, non. Le reste est beaucoup plus difficile à atteindre, mais ça vaut le coup, au fond. Donc s'en servir comme d'une arme et pas comme d'une arme pour soi, pour s'aider soi et pas pour contre soi, clairement. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il était présenté par Cynthia. La réalisation était faite par Cynthia, la musique était de Jorm et les dessins étaient de Jasper. Si vous voulez participer, vous pouvez me contacter par mail à podcastonmultiple@gmail.com. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Parce qu'il existe autant de sexualité que de personnes, parce que nous n'avons pas tous la même histoire, la même éducation, la même culture, les mêmes désirs et les mêmes tabous, nous avons tous nos différences et nos libertés. À travers les portraits intimes de ces témoignages, le but est de délivrer une expérience et non pas la vérité. Les propos de nos invités n'engagent qu'eux.